Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, des débris d'un Boeing 777 ont été retrouvés au large du Mozambique et emportés en Australie pour les besoins de l'enquête sur la disparition du vol MH370. Le ministre malaisien des Transports dit qu'il existe une forte possibilité pour que ces débris soient ceux de l'avion de la Malaysian Airlines disparu. Pour rappel, l'avion avait disparu il y a 2 ans alors qu'il effectuait la liaison Beijing-Kuala Lumpur. L'an dernier, un morceau d'aile avait été retrouvé sur une plage de la Réunion, de l'autre côté de Madagascar. En Ouganda, le chef du parti de l'opposition, Amama Mbabazi, a déposé une demande en justice par rapport aux résultats des élections. Cela fait suite à la mise en résidence surveillée d'un autre chef de l'opposition, Kizza Besigye. Ce dernier prévoit également de déposer une demande, mais selon les autorités, il est dangereux pour la sécurité du pays. Amama Mbabazi a déposé une demande en justice. Le tribunal n'a toujours pas donné de nouvelles. L'ancien Premier ministre est arrivé en 3e position lors des élections ougandaises. Le deuxième, Kizza Besigye, est en résidence surveillée. Il prévoit également de déposer une demande. Son parti a ouvert une enquête sur les bureaux de vote individuels. If I give an example, 50 polling stations. Je vous donne un exemple, vous avez 50 bureaux de vote. Toutes les personnes enregistrées sont allées voter à 100% et tous ont voté pour le même candidat, Museveni. Mais en réalité, certains électeurs de ces registres sont déjà morts. Il faut un audit indépendant. Une fois qu'on saura qui sont les personnes qui s'y rendent, tout sera prouvé. An independent audit, once you get people who go down there, those are things they prove. Les autorités ougandaises considèrent que Besigye est une menace à la sécurité. Il a été arrêté plusieurs fois. Selon les analystes, s'il souhaite légitimer ces irrégularités, il devra déposer une demande en justice. S'il ne se rend pas au tribunal, cela ne mettra pas un terme à ses arguments et ceux qui soutiennent ses arguments sauront qu'il a triché. La question restera dans le tribunal de l'opinion publique. Nous entendrons parler de cette affaire. Il y aura des spéculations, des rumeurs et des insinuations. Un processus de tribunal est très important. Le président Yoweri Museveni a remporté un peu plus de 60% des voix. Les observateurs sont toutefois inquiets de l'atmosphère des élections. Le président Museveni entrera en fonction en mai, mais avant, toutes les demandes en justice doivent être vérifiées. La victoire du président lors des élections de 2006 avait posé problème, mais le tribunal avait décidé de garder les résultats. 5 terroristes ont été abattus lors d'un échange de coups de feu avec l'armée tunisienne à la frontière libyenne. C'est ce qu'a annoncé mercredi le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Yasser Mosba. Il s'agirait d'une opération préventive de la part de l'armée contre 5 terroristes infiltrés du territoire libyen, fuyant les frappes contre des camps liés à l'État islamique. Au cours de l'opération ont aussi été saisis 5 kalachnikovs, des véhicules tout-terrain, des grenades et une grande quantité de munitions. La Grande-Bretagne s'apprête à envoyer des troupes en Tunisie pour aider à empêcher les combattants de l'EI de traverser la frontière poreuse du pays depuis la Libye. Les soldats seront déployés dans un rôle de combat, mais assisteront les forces du gouvernement tunisien avec des formations. L'annonce au Parlement britannique intervient au milieu des inquiétudes croissantes de l'Occident que l'EI parvienne à faire des incursions en Libye en utilisant le chaos du vide politique libyen pour former une base pour des attaques contre la Tunisie. En juin dernier, 30 vacanciers britanniques avaient été tués par un homme armé sur une plage tunisienne de la côte méditerranéenne. Le tueur était un Tunisien qui aurait été formé en Libye avant de perpétrer le massacre. La Tunisie se bat pour contenir la menace militante alors que des milliers de Tunisiens seraient partis pour combattre en Libye ainsi qu'en Irak et en Syrie. Afin d'éviter les attaques transfrontalières, le gouvernement tunisien a récemment terminé une barrière de 200 km le long de sa frontière avec la Libye. Le gouvernement tunisien a également soutenu des projets pour que les forces allemandes forment des soldats en Libye pour combattre l'EI. Et une famille de réfugiés essaie de reconstruire sa vie à Johannesburg après avoir fui la guerre civile en Syrie. Et peu après leur arrivée dans la ville, ils ont ouvert un restaurant de cuisine syrienne. Cela semble être un succès auprès des habitants.
Les 5 années de conflit en Syrie ont créé une vague de personnes déplacées qui ont fui la région pour atteindre les côtes européennes. Des milliers de réfugiés syriens ont choisi des routes dangereuses. Tous cherchent la sécurité et une vie meilleure. Mais Yasser et Safa Jabri al-Jeraoui savaient que le périple vers l'Europe était dangereux. Ils ont donc décidé de fuir en Afrique du Sud. Ils sont arrivés il y a 14 mois avec leurs 3 garçons et ont ouvert un restaurant syrien dans le quartier East Rand de Johannesburg. Notre premier choix est de voyager en sécurité. Je ne m'enfuis pas d'un lieu non sûr pour risquer ma vie et celle de mes enfants. Comme en mer, nous avons donc choisi ici. Nous savons que l'Afrique du Sud est un bon pays et avant les gouvernements syriens et sud-africains entretenaient de bonnes relations. Ne connaissant que très peu l'anglais, une valise par personne, commencer une nouvelle vie n'a pas été facile. Mais le couple est déterminé à réussir et ne veut pas être considéré comme des réfugiés. Nous sommes comme la plupart des autres Syriens qui cherchent simplement un lieu sûr. Nous sommes partis de notre pays pour être en sécurité. Nous devions recommencer notre vie en sécurité et c'est la raison pour laquelle nous avons quitté notre pays. Je trouve ça dur lorsque les gens disent que nous sommes des réfugiés. Je n'aime pas ça. Car avant, les Syriens ont reçu de nombreuses personnes venant du Koweït, d'Irak, du Liban, de la Turquie, et nous ne les avons jamais appelés des réfugiés, mais des frères et des sœurs. Nous avons ouvert nos portes. Je veux m'installer, rendre ma vie moins pénible, offrir de meilleures conditions à mes enfants pour qu'ils oublient ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé, et nous espérons rentrer en Syrie une fois que cela sera sûr. Le dur labeur de Yasser et Safa a payé. Le restaurant syrien se porte bien et les Sud-Africains peuvent découvrir une nouvelle saveur du Moyen-Orient. I cook from my heart with love. Je cuisine avec mon cœur et avec amour. C'est ma nourriture. Je suis fier de la Syrie. Je veux que les gens sachent que je suis syrien. Je veux donner une bonne image du peuple syrien. To give the people good picture about the Syrian people. C'est un nouveau début, une nouvelle cuisine, de la nourriture que nous n'avons jamais goûtée avant. C'est un endroit que je recommande. De savoir que la famille est arrivée ici en premier lieu, sans savoir ce qu'ils faisaient, de savoir qu'ils ont parcouru autant de chemins et ouvert un si magnifique restaurant, c'est remarquable. Au lieu de se tourner les pouces et ne pas savoir quoi faire, je suis très fière et contente qu'ils s'en sortent. Selon les Nations Unies, les Syriens sont à présent la population de réfugiés la plus nombreuse au monde. Mais Yasser et Safa ne veulent pas être considérés comme des réfugiés en Afrique du Sud. Ils veulent montrer que le peuple syrien est courageux et capable de reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir coordonné et participé à la destruction de mausolées à Tombouctou durant le conflit malien en 2012. Cette affaire inédite pourrait créer un précédent si elle donne lieu à un procès. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Selon l'accusation, il est suspecté d'être un membre d'Ansar Dine, un groupe islamiste militant qui a pris le contrôle du nord du Mali en avril 2012. Ils ont établi une version stricte de la charia et détruit 9 mausolées à Tombouctou, qu'ils considéraient être un blasphème. Cela a porté un coup dévastateur aux personnes de la région. Ces mausolées étaient comme la mémoire de la communauté musulmane à Tombouctou. Quand on parle de Tombouctou, tout le temps on dit c'est la cité des 33 saints, 333 saints. Tous ces saints ont leur tombeau à Tombouctou. Et tous ces tombeaux sont des lieux de pèlerinage, des lieux de recueillement. Les défenseurs des droits de l'homme qui se sont rendus au Mali au début du procès du djihadiste veulent que d'autres crimes soient ajoutés au chef d'accusation. Cela inclut plus d'une centaine de cas de viol et de mariage forcé. Selon les avocats, cette affaire créera un important précédent.
Je pense que les accusations de destruction du patrimoine mondial sont importantes, mais il ne faut pas le faire au détriment d'accusations qui concernent directement la souffrance humaine, que cela soit le meurtre, le viol ou bien le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits. Il devrait porter plus d'attention à ces crimes. Et je pense que si la CPI poursuit correctement ces accusations, plus d'attention sera accordée à ce genre de crimes dans le futur. Les partisans de la CPI espèrent aussi que cette affaire apaisera l'exaspération de certains pays africains que la CPI cible injustement, en montrant que la procédure peut être aussi utilisée pour protéger l'héritage culturel africain. Si la Cour réussit à condamner Al-Fathi Al-Mahdi pour la destruction du 9 mausolée, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres cas de vandalisme culturel, comme la destruction d'anciens sites en Syrie par l'État islamique, qui pourraient être jugés pour crimes de guerre. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé qu'il n'octroierait pas les 5 000 naira d'assurance chômage. Le président a indiqué qu'à la place, le gouvernement investirait lourdement dans l'infrastructure pour créer des emplois chez les jeunes. Ordinateurs et téléphones défectueux ne sont pas étrangers à se diplômer en microbiologie. Cela fait 5 ans que Namdi Mabia est diplômé de l'université. Il n'a pas été assez chanceux pour avoir un emploi. En observant ses amis dans cette entreprise depuis près d'1 an, il a acquis la capacité de réparer ses objets. Mais il ne gagne pas grand-chose. Ce n'est pas suffisant pour payer ses factures. Même si ce n'est pas beaucoup, Namdi comptait sur l'allocation mensuelle de 5 000 naira que le gouvernement avait promis aux diplômés sans emploi. So for me, 5,000 naira would have 5 000 m'aurait bien aidé dans le sens où j'aurais pu trouver un équilibre. Si je l'ajoute à l'argent que j'économise maintenant, cela peut m'aider à commencer d'autres petites activités. Ça m'aurait aidé et facilité le lancement de cette activité. Cet argent pourrait couvrir mon transport et si mon transport est couvert, cela représente beaucoup pour moi. Les diplômés au chômage comme Namdi Millions ont eu de l'espoir, mais seulement une fraction de la population bénéficiera de ce que le gouvernement a désormais à offrir. Le pays dit qu'il fournira des allocations aux personnes âgées et aux handicapés. 70% des 170 millions de Nigériens sont des jeunes et environ 80% d'entre eux n'ont pas de travail et ce pourcentage continue de croître. Tous les ans, davantage de diplômés sortent de grandes institutions. Il est clair que pour l'administration du président Muhammadu Buhari, trouver un emploi pour des millions de jeunes, cela restera un problème tenace. Plus encore quand l'économie continue de subir les effets des faibles prix du pétrole. Le Nigeria dépend lourdement du pétrole brut qu'elle vend pour ses revenus. Cette contraction dans les revenus signifie des ressources limitées pour le gouvernement fédéral pour remplir certaines de ses promesses de campagne. Mais l'économiste pour le développement Jaï Gaskia pense que le président essaye d'arriver à certains résultats mais en y attachant simplement un fonds. A social investment is not a gift. Okay? Dans ce genre de situation, un investissement social n'est pas un cadeau, ce n'est pas comme le Dasuki Gate, ce n'est pas comme partager simplement de l'argent et dire « mets cet argent sur le compte de cette personne ». Il y a une raison pourquoi on appelle cela un transfert d'argent conditionnel. Conditionnel signifie qu'il y a une condition sur quelque chose. Même si vous allez créer de l'emploi qui va être dirigé par l'État, vous allez payer des gens pour faire cela. Ils ne vont pas le faire gratuitement, sinon c'est un travail d'esclave. Voilà pourquoi c'est appelé conditionnel. Donc on dit « vous voulez que les gens retournent au travail, mais avec une valeur ajoutée. Vous voulez leur donner la capacité de rester pour trouver du travail et à la fin qu'ils restent au travail. » L'administration du président Buhari prépare la mise en place du plus ambitieux budget du Nigeria. Sa stratégie est largement vue comme une tentative de raviver l'économie en effectuant de grandes dépenses dans les secteurs stratégiques et en diversifiant l'économie. Maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. À part la place de Londres, les bourses européennes ont terminé en hausse modérée mercredi. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,41%. Le FTSE britannique a cédé 0,09%, mais le DAX allemand a pris 0,61%. Wall Street a terminé mercredi en légère hausse, une séance longtemps indécise. L'indice Dow Jones a pris 0,2%. Le Standard & Poor's 500 plus large a gagné 0,41% et le Nasdaq Composite a progressé de 0,29%.
Maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains, l'indice Jitopi de l'Afrique du Sud a gagné 1,45%. L'indice Massi du Maroc a progressé de 1,74% et l'indice Sétune de la Tunisie a fini avec une hausse de 2,14%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Au Kenya, le projet Standard Gauge Railway est en route et il est même en avance. Ce projet de construction chinoise est la plus grande initiative concernant des infrastructures en Afrique de l'Est. Des projets similaires ont été menés en Ouganda et au Rwanda. Le SGR est le plus grand projet ferroviaire du Kenya depuis la pose du premier rail il y a 120 ans. À cette époque, il était appelé le Lunatic Express. Les Britanniques ont fait venir des milliers d'ouvriers d'Inde pour construire ce projet de 1000 km de long. Cette fois, les choses se font quelque peu différemment. La China Roads Bridges Corporation pilote les travaux. La construction a commencé en 2013. 2500 superviseurs chinois travaillent sur le projet qui donne du travail à 20 000 ouvriers locaux. Je peux planifier ma vie maintenant. J'ai 6 enfants et cet emploi me permet de les envoyer à l'école. Avant, ils n'allaient pas à l'école à cause des frais qui étaient trop élevés. Fin 2015, 6 locomotives sont arrivées au port de Mombasa. Ces locomotives sont utilisées pour reposer les rails. En février cette année, 137 km de rails avaient été posés, en seulement 3 mois. Mais le plus intéressant dans ce tracé sont certainement les ponts et les voies surélevées, destinés spécialement à ne pas interférer avec la vie sauvage. Le plus long des ponts traverse le parc national de Nairobi. Il sera le plus long jamais réalisé en Afrique. Les poutres d'acier sont uniques aussi et réalisées par une usine du Kenya spécialement pour ce projet. La China Roads and Bridges Corporation évoque une extension de 609 km entre Mombasa et la frontière ougandaise d'ici décembre 2017. Selon les responsables, le projet est même en avance. Durant le pic de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, un hôpital dans la capitale construit par la Chine s'est révélé indispensable dans la lutte contre le virus. Et maintenant que l'épidémie est en voie de disparition, l'hôpital retourne à la normale, offrant des services de santé classiques aux habitants de Freetown. C'est un lundi ordinaire et une foule de patients a déjà commencé à faire la queue pour recevoir des soins. Ils attendent le docteur Kanou, le directeur de l'hôpital qui a étudié en Chine pendant près de 10 ans. Cet hôpital est le meilleur de Sierra Leone parce que les gens savent qu'une équipe chinoise y travaille et nous avons différents équipements comme des scanners, des rayons X, des machines à ultrasons et un laboratoire dans lequel nous conduisons de nombreuses expériences. Cet hôpital reçoit entre 50 et 80 patients par jour. En raison du manque de médecins locaux, des membres de l'équipe chinoise constituent toujours le gros du personnel de l'hôpital. La Sierra Leone manque sérieusement de médecins. Durant la période d'Ebola, nous avons même perdu des médecins, une douzaine. Donc nous manquons vraiment de médecins locaux et nous sommes très reconnaissants envers l'équipe chinoise. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement chinois. Le docteur Tran Rao est le chef de la 17e équipe médicale chinoise en Sierra Leone. Depuis leur arrivée en avril dernier, lui et ses collègues ont eu pour tâche de reprendre les rênes de l'hôpital pour assumer les fonctions journalières de diagnostic et de traitement. D'abord, il faut être bon dans tout ce qui est médecine de base pour que les gens en bénéficient directement. Ensuite, il faut renforcer notre vision et introduire les bonnes techniques de la médecine chinoise en les intégrant à l'environnement de la Sierra Leone petit à petit. En raison de la qualité des traitements et des services, l'hôpital a attiré des patients de Sierra Leone et même au-delà. Mon ami a eu des problèmes, il a eu un accident de bateau. Maintenant, nous sommes à l'hôpital, il y a de bons médecins. Maintenant, il peut marcher et il va mieux. La Chine a décidé récemment d'augmenter son personnel dans chaque équipe médicale, les faisant passer de 10 à 20 à partir de cette année. La dernière équipe est arrivée en février.
Et nous terminons cette édition en Algérie. Après plusieurs mois d'absence de pluie, les agriculteurs algériens appréhendent une nouvelle sécheresse. Le déficit pluviométrique et les températures douces qui ont marqué les 3 derniers mois en inquiètent plus d'un. Une situation qui a d'ailleurs engendré de nombreux problèmes de travaux agricoles, notamment l'assèchement des sols en surface. Les agriculteurs sont ainsi les premiers à souffrir de cette situation problématique. Labourer les terres devient très difficile et les nouvelles cultures peinent à pousser et à se développer. Cette année fut exceptionnelle. Des mois d'hiver très riches, mais la sécheresse inquiète le monde agricole, même si la cote d'alerte n'a pas encore été atteinte. Une sévère sécheresse sévit sur la plupart des régions du nord de l'Algérie, suscitant l'inquiétude des paysans qui commencent à être envahis par le doute. Le manque de pluie est accompagné d'une remarquable douceur avec des températures très élevées pour la saison, faisant de ces mois les plus doux dont se rappellent les opérateurs du secteur agricole. De nombreux experts soulignent que la raison principale de cette sécheresse s'explique par le réchauffement climatique. Pour ces 3 dernières années, concernant les températures, donc on a remarqué une augmentation des températures, surtout en termes de fréquence du nombre de jours dépassant un certain seuil. Par exemple, cet été, les températures au-dessus du seuil de 32 degrés Celsius, donc c'est tout le mois de juillet qui a été au-dessus de 32 degrés Celsius. Alors que pour les précipitations, donc on a une tendance à la baisse sur ces dernières années. L'inquiétude est d'autant plus grande que ce manque de pluie survient à un moment crucial de la saison, celui où la température commence à monter, alors que les plants ont besoin d'eau pour assurer un bon développement. C'est la menace la plus redoutée chez les agriculteurs, à cette saison qui peut transformer une saison prometteuse en cauchemar. C'est en cette période, à savoir l'hiver, que le manque d'eau sur les récoltes. En effet, le manque d'eau a influé sur les prix des fruits et légumes au niveau des marchés. Cette précédente en termes de précipitations, il pleut rarement, le climat est chaud, comme si nous étions au mois d'août alors que nous sommes en février. Cela a conduit à une hausse des pluies. Nous sommes très inquiets en raison de ce manque de pluie et de la hausse des températures. Les terres se produisent aussi de temps à autre. Le climat de cette année sera inscrit dans l'histoire. Africaine, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.